D'où venons-nous et qui sommes-nous? Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Burkina Faso, où il y a eu récemment un putsch organisé par le général Diendéré, qui s'est soldé en échec et un retour au pouvoir de la Commission nationale de transition. Notre invité, donc, c'est Monsieur Lassina Sawadogo, un grand révolutionnaire, encore appelé l'homme à la main nue, l'homme qui a lutté donc contre la police le 30 octobre 2014. Monsieur Sawadogo, bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter pour ceux qui vous écoutent? D'accord. Sinon, moi, c'est Lassina Sawadogo à l'état civil. Je suis fonctionnaire dans l'administration publique, précisément au niveau des impôts. Et je suis également militant donc d'un parti politique, un parti sankariste, appelé l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, dont le leader est Maître Benoît de Sankara, et aux avant-gardes donc de lutte de progressistes depuis l'assassinat du président Thomas Sankara il y a 28 ans. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour nous qui sommes de l'extérieur du Burkina Faso? Quelles sont les causes qui ont poussé donc le général Diendéré à faire ce putsch? D'accord. Je crois que moi, je ne peux pas vous donner les causes qui ont ses raisons à lui, mais je crois que nous pensons seulement que la révolution donc d'octobre passé 2014 ayant donc fait chuter le président Blaise Compaoré n'a pas vraiment plu à un certain nombre d'oligarques qui vivaient sous sa coupe et ils se sont organisés justement pour ramener l'ordre qui était préétabli et que l'insurrection avait ravagé. Et c'est la seule et unique raison. Parce que là, il faut dire que nous avons cherché les bonnes raisons, nous ne trouvons pas. Parce que le peuple en avait assez de Blaise Compaoré et décidé en octobre passé, les 30 et 31 octobre, de mettre fin à son règne. Et on se dirigeait donc tranquillement vers des élections et ça a été vraiment une grande surprise pour nous que ce putsch ait été fait parce que c'est là qu'on comprend qu'en réalité les gens, donc les oligarques qui restaient dans le pays n'étaient pas satisfaits et qui tenaient à reprendre toujours ce pouvoir-là et qu'ils ont perdu. Certains pensent que ça a pu agir parce qu'on n'a pas puni, on n'a pas sanctionné donc le clan de Compaoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Certains pensent que ça a pu arriver parce que le clan de Compaoré n'a pas été sanctionné, qu'il aurait fallu que le général Diendéré et toute la clique puissent être sanctionnés, qu'ils puissent être emprisonnés. Tout à fait. Il faut dire que c'est arrivé à un moment où, quand après l'insurrection populaire de 30 et 31 en octobre, et on a évité une effusion de sang à un moment donné parce que le régiment de sécurité présidentielle n'avait pas opposé une très très grosse résistance comme elle l'a fait ces derniers temps face donc à la volonté populaire. On a eu, c'est vrai, une dizaine de morts à l'époque, mais la résistance, ils ont accepté donc assez tranquillement le départ de Blaise, mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en réalité c'était juste un repli tactique pour reprendre les choses en main plus tranquillement par la suite. Donc je suis d'accord avec vous que c'est parce qu'il n'y a pas eu de sanction, mais est-ce qu'à l'époque on avait les moyens de les sanctionner? Est-ce qu'à l'époque on avait on ne savait pas exactement si on avait toujours le régiment de sécurité du côté du peuple? Est-ce que vous pensez dernièrement qu'on ne les avait pas avec nous? Est-ce que vous pensez par rapport aux pays qui suivent là, le Burkina Faso, par rapport aux constitutions et aux présidents qui doivent être réélus, qu'il faudrait sanctionner les présidents sortants, les partis sortants, ou peut-être les laisser continuer leur vie? Quel est l'exemple que le Burkina Faso va donner?
Oui, chez nous au Burkina, après donc justement la forfaiture des 30 et 31 octobre, on a décidé de sanctionner, ça veut dire tous les ministres qui ont participé au Conseil des ministres ayant adopté le projet de loi pour la modification de la Constitution. On a décidé donc de les sanctionner en les empêchant de participer aux prochaines élections, les élections législatives présidentielles. On a décidé également de sanctionner tous les députés qui avaient signé une déclaration et appelant donc à la modification de cette constitution et pour que enfin ils ne puissent pas participer aux élections et qui suivaient juste après. Et c'est tout à fait normal, c'est une clause qui est prévue donc dans le texte de l'Union africaine que nous avons appliqué et je pense que on ne peut pas aujourd'hui permettre à des gens qui cautionnent donc des modifications de la constitution de participer à des élections parce que ce n'est pas pour l'intérêt général, mais c'est pour l'intérêt d'individus. Et là, nous devons tous, en tout cas, nous mettre ensemble pour barrer la route des modificateurs de constitution dans l'espace africain. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de l'article 135 du Code électoral, l'article qui rendrait éligibles tous ceux qui ont porté atteinte au principe de l'alternance politique? Mais cet article-là a son fondement. Cet article, son fondement, c'est justement une disposition de la charte africaine, de l'Union africaine, qui prévoit effectivement que toute personne qui s'intégrerait ou alors toute personne qui se hasarderait à vouloir changer de façon illégale les constitutions pour se maintenir au pouvoir, qu'il soit sanctionné, qu'il ne puisse pas participer à des élections. Et là, c'est de cette source-là que l'article 135, en tout cas, a été édicté pour donc empêcher donc les députés et les ministres qui sont des dirigeants. On n'a pas voulu le faire de façon vraiment massive du moins. C'est pour ça qu'on a visé que les ministres qui ont adopté le projet de loi et que les députés qui ont signé un document appelant à la modification. Voilà. Mais il semblerait que la CEDEAO ait refusé cet article. Parce que le Burkina Faso... La CEDEAO, c'est qui? La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État qui ne veut pas, qui ne veulent pas perdre leur prérogative. Je dois que parmi eux, toujours certains, qui sont toujours lucides. Sinon, c'est qui la CEDEAO? C'est Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui est ce qui Blaise Compaoré est dorloté actuellement. La CEDEAO, c'est qui d'autre? C'est Fort et Yadema, qui est un ami de longue date de Blaise Compaoré, qui est son parrain, et Blaise est le parrain donc de Fort. Et c'est qui encore la CEDEAO? C'est Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, est le cheveu dans la soupe, parce qu'en réalité, on ne comprend pas. Lui-même, Macky Sall, c'est là qui va le pouvoir. C'est pas les gens qui sont opposés à ce genre on vous entend de moins en moins bien. Monsieur Sawadogo, on vous entend de moins en moins bien. Est-ce que vous pouvez plus vous rapprocher du téléphone ou rester à un endroit où il y a un réseau, un meilleur réseau? Je vous écoute. Oui. D'accord, mais là, vous ne m'entendez pas? On vous entend, mais il y a comme un écho. Si vous pouvez essayer de rester là où vous étiez au début de l'interview pour que le réseau soit meilleur. D'accord. Mais qu'est-ce mieux, là? Oui, c'est mieux là. Mais que devient maintenant Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, j'avoue que nous n'avons pas cherché à savoir ce qu'il devient, mais on sait qu'il est parti dans sa belle famille en Côte d'Ivoire, chez les Ivoiriens. Donc, on n'a pas cherché à savoir ce qu'il devient, mais il ne peut pas être loin étranger à tout ça. Est-ce que les Burkinabés ont l'intention de l'emmener en haute cour de justice ou à la CPI? Mais bien entendu, parce que justement, on avait pris toutes les dispositions au niveau du CNT, du Conseil national de transition, qui est l'instance législative, justement, pour pouvoir poursuivre Blaise Compaoré et même ceux de ces ministres qui ont commis des forfaitures tant économiques qu'au niveau politique, parce que certains d'entre eux ont pris des décisions et qui ont vraiment nui au peuple burkinabé, et nous avons laissé énormément de martyrs dedans, donc on ne peut pas les laisser tranquilles. Ce qui fait que nous mettons toutes les dispositions en place pour essayer de les juger, sinon de les traduire devant les instances internationales. Et le dossier de Sankara, où il en est-il, le dossier de Thomas Sankara?
Mais justement, c'est curieusement, c'est le jour où le juge a appelé justement les avocats des parties civiles pour faire donc lire, parce que justement ils ont reçu le rapport d'analyse balistique et justement de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est le même jour que le putsch a eu lieu. C'est une curieuse coïncidence parce que le dossier était en train d'avancer justement. Mais alors là, le dossier, vous allez le rouvrir ou il est oublié du coup? Mais le dossier n'a jamais été fermé. Il se pousse depuis l'insurrection populaire, depuis que le peuple n'a plus le pouvoir. Je pense que le dossier il a été ouvert et on est en train de travailler là-dessus. Je vous dis que c'est le jour même où le juge d'instruction a convoqué les parties donc à venir pour la lecture du rapport balistique que le putsch a eu lieu. Et ils étaient bien informés parce qu'ils ont des avocats, eux. Donc, ça veut dire que le dossier va se poursuivre normalement. Alors, donc, on sait que récemment, l'ancien président Blaise Compaoré a fait une visite au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous en connaissez la raison? J'avoue que non. Mais quand je vois juste après son départ du Congo-Brazzaville et que le président Sassou Nguesso il se met à vouloir changer sa constitution par référendum, je me dis bien qu'il est venu et il a dû être appelé pour donner son avis, des conseils justement à Sassou Nguesso, peut-être pour lui dire de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et de passer par une autre voie. Parce que chez nous, il n'est pas passé par la voie référendaire, il a voulu passer par la voie législative. Alors, on sait qu'il y a aussi le président du Bénin, Béni Béya, qui est venu au Congo-Brazzaville. Et on sait que ce président est aussi passé donc au Burkina Faso. Vous pensez que Béni Béya, il était donc pour le côté dictature ou pour le côté soulèvement populaire pour le peuple? Mais ils étaient pour la dictature, madame. Voyez-vous même le projet d'accord qu'ils ont présenté à la CEDEAO en 13 points. Ils sont venus, ils ont juste pris toutes les revendications des putschistes et allé présenter ça à la CEDEAO comme étant le projet d'accord. Comment pouvez-vous demander qu'on amnistie des putschistes qui ont tué des gens? Comment voulez-vous qu'on remette à plus tard la dissolution donc de ce régime de sécurité présidentielle qui est devenu la plaie de l'armée burkinabé et vous voulez qu'on remette ça après les élections alors que ces gens-là ont commis un putsch? Comment voulez-vous également qu'on permette à ces gens-là, ceux-là qui ont été à l'origine de tous nos malheurs, c'est-à-dire ceux qui ont été exclus des élections du fait des décisions maladroites qu'ils ont eu à prendre et à causer donc des morts burkinabés, des martyrs burkinabés, comment voulez-vous qu'on les incluse? Ça veut dire en ce moment que le putsch avait juste pour objectif de les inclure et tous nos morts c'était simplement perte de profit. Non, on ne peut pas permettre ça. Donc des chefs d'État qui vont cautionner cela, qui vont pour défendre ça, que devant leur père, on peut conclure que ce sont des gens qui soient alliés à la cause des putschistes. Et donc, ils ne sont pas des démocrates parce que les textes de la CEDEAO et de l'Union africaine sont très clairs. D'ailleurs, l'Union africaine a donné sa position. Ils les traitaient de terroristes parce qu'ils ont pris en otage un chef d'État, ils ont pris en otage également un premier ministre et l'ensemble de son gouvernement. Au Mali, Amadou Aya n'a pas fait plus que ça, mais on l'a arrêté. La CEDEAO a fermé les frontières. Mais pourquoi au Burkina, on veut un traitement différent? C'est pour vous dire donc que tous ces gens-là sont parrainés par Blaise Compaoré. D'accord. Alors dites-moi, enfin, Blaise Compaoré de son propre pays, mais dites-moi un peu, parce que là, on a vu qu'il y a eu l'armée donc au burkinabé, ainsi que les putschistes du RSP, qui se sont quasiment affrontés en pleine ville. Comment ça s'est terminé, cette affaire? Non, il n'y a pas eu d'affrontement. Voyez-vous, le RSP a plutôt martyrisé la population. Pendant presque une semaine, ils ont martyrisé, ils ont tiré à bout portant, ils ont tué froidement les jeunes burkinabés, les balles perdues ont touché des enfants. Mais la population a continué à résister partout, dans toutes les villes du pays, tout était mort. Tout était mort. Et justement, dans les autres villes, les populations se sont dirigées vers les camps militaires pour leur demander s'ils ne vont pas sortir pour aller défendre les populations contre le RSP, parce que justement, l'armée ne s'était pas jointe au RSP. Donc, ils ont demandé aux camps qui sont en province s'ils ne peuvent pas aller pour défendre les populations de Ouagadougou. Ils n'ont qu'à donner les armes, ils vont venir les défendre. Et ça en tout cas, ça a touché la fille patriotique des jeunes officiers qui sont dans l'arme et qui sont dans ces camps-là, qui ont finalement décidé de bouger.
et de venir, de monter sur Ouagadougou pour combattre le RSP. Mais il n'y a pas eu d'affrontement parce que quand ils sont venus pour éviter les affrontements, il y a eu des médiations qui ont commencé et le RSP a accepté de regagner sa base, a accepté d'être désarmé et nous sommes dans cette phase de désarmement parce que justement, ils allaient s'affronter à l'armée nationale qui avait pris en tout cas l'engagement de défendre cette fois-ci les populations qui ont été suffisamment terrorisées. Monsieur Sawadogo, est-ce que vous étiez dans la rue? Vous étiez dans la rue aussi? Bien entendu, comme des milliers de Burkinabés, comme des millions de jeunes Burkinabés. Il y avait des femmes aussi dans la rue, de ce que j'ai vu sur votre page. Il y a eu aussi des femmes qui ont milité, hein? Et comme toujours, mais que ce soit en octobre, les 30 et 31 octobre, que ce soit maintenant, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes ici. Les femmes sortent, les hommes sortent, ils affrontent réellement les forces de l'ordre avec les moyens du bord, c'est-à-dire les mains, et ils se défendent comme ils peuvent. C'est vrai, les pertes en vies humaines sont du côté des populations, mais ça n'émousse pas les résistants. Au contraire, ça ne fait que les galvaniser à résister. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, en tout cas, de toucher la fibre patriotique des militaires et qui ont fini par réagir et venir se joindre au peuple pour combattre les terroristes du RSP. Alors, est-ce que les élections présidentielles qui étaient prévues le 11 octobre 2015, est-ce que la date elle est conservée? Ben, la date n'est pas encore précisée, mais les autorités de la transition viennent de terminer leur conseil des ministres. On attend le rapport du conseil des ministres, mais d'ores et déjà, le premier ministre Isaac Kaboré a laissé entendre que les élections vont être repoussées de quelques semaines et pour en tout cas permettre une meilleure préparation de ces élections-là. Donc, je puis vous confirmer qu'elles n'auront pas lieu le 11 octobre, mais elles vont être repoussées juste de quelques semaines. D'accord. Alors, pourquoi, selon vous, la Côte d'Ivoire et le Burundi n'ont pas eu les mêmes victoires que le Burkina Faso? Ben, le Burundi, j'avoue que, comme je l'ai toujours dit, c'est les peuples qui peuvent justement arracher leur propre victoire. C'est en se battant qu'on peut arracher nos victoires. On ne doit pas compter sur l'extérieur. On ne doit pas compter sur d'autres personnes. On doit nous-mêmes prendre en main nos propres destins, comme le disait le capitaine Thomas Sankara. Il est vrai qu'au Burundi, les gens se sont battus les premiers moments, ils se sont battus et je les encourage. Beaucoup sont morts, c'est vrai, mais j'avoue que peut-être une bonne partie de la population ne les a pas suivis parce que ici au Burkina, mais ceux-là qui ne sortent pas pour se battre, ils refusent d'aller travailler. Donc, ça veut dire qu'ils étaient soutenus par toute la population. C'est peut-être un peu ce qui a manqué. Et en province également, les gens n'ont pas suivi le mouvement au niveau du Burundi. Alors qu'au Burkina, toutes les villes de toutes les provinces du Burkina ont suivi le mouvement. Et c'est ça qui a manqué un peu, cet appui-là. Sinon, j'avoue que si je dis que les militaires au Burkina ont pu finalement accepter de venir se joindre aux populations, c'est parce qu'en province, les populations sont allées voir vers les camps militaires pour leur demander de leur donner les armes s'ils ne veulent pas aller défendre les populations à Ouagadougou. Ça a manqué au Burundi. Et je pense que s'il y avait eu ça, aujourd'hui on ne parlerait pas du président burundais, de son régime machiavélique. Alors, donc, c'est vraiment beau de vous entendre parler. Quel est le conseil que vous donnerez aux Congolais de Brazzaville qui sont confrontés au référendum imposé? Et quel est le conseil que vous donnerez aux Congolais de la RDC dont il y a le Kabila et Kagame qui souhaiteraient faire un troisième mandat? Oui, je pense qu'après les insurrections des 30 et 31 octobre, j'ai eu effectivement à répondre à beaucoup de médias sur cette question. Et j'ai toujours dit que c'est la sensibilisation et la mobilisation. Rien ne sert de se précipiter pour donner rapidement un mot d'ordre qui vont être dispersés et de façon ensanglantée et démoraliser et démobiliser la troupe. Je pense qu'il faut s'organiser et que les partis politiques s'organisent de leur côté. La société civile s'organise et de façon collégiale, ils prennent des mots d'ordre, ils décident de comment donc rassembler les gens, mobiliser les gens pour des actions à mener avec des plans A et des plans B. Chez nous, aujourd'hui, en octobre 2014, on a eu la chance d'avoir un parti avant-gardiste comme l'UNIR PS. On a également eu la chance d'avoir au niveau de la société civile des gens comme issus du balai citoyen, comme Samska Lega, Smoky,
qui ont été des acteurs formidables et qui sont des musiciens, des artistes musiciens et qui ont sillonné beaucoup de villes du Burkina pour sensibiliser la jeunesse et les mobiliser à affronter leur destin, à prendre en main leur destin et à libérer leur pays. C'est ça qu'il faut dans ces pays-là. Il faut que des leaders d'opinion, tant au niveau artistique, au niveau intellectuel, au niveau politique, se mettent ensemble et décident d'affronter l'adversité. C'est ce qu'il faut. Parce qu'on sait que ça va être difficile, ça va être très dur. Des gens vont perdre leur travail, des gens vont perdre la vie, des gens également ils vont subir des atrocités. Mais tout cela ne devrait que galvaniser les gens à savoir que seule la lutte paie, comme le dit Thomas Sankara. Personne, je vous dis bien, personne au Congo-Brazzaville, personne au Congo-Kinshasa ne viendra leur donner leur liberté. C'est en se luttant eux-mêmes, en se battant eux-mêmes qu'ils pourront le faire. Je vous prends un exemple tout de suite. Au Burkina, pendant cette lutte, ils ont fermé toutes les radios et télé. Ils ont bousillé leur matériel. Mais je vous assure qu'au niveau de l'Internet, les travailleurs qui sont au niveau de ces structures-là, ils ont tout fait pour que les réseaux Internet puissent continuer. Parce que c'est par ce biais qu'on communiquait. Ils ont tout fait pour réussir ça. Et nous ne pouvons que leur tirer le chapeau. Et au niveau de l'électricité et de l'eau. Ils ont tout fait pour que le service minimum soit garanti pour les populations. Nous leur tirons notre chapeau. Les Burkinabés de l'extérieur, de la diaspora, ils ont manifesté partout où ils pouvaient, devant les ambassades. Ils ont manifesté, ils ont communiqué, ils distribuaient les informations, ils ont galvanisé les troupes, ils ont mobilisé. C'est pour ça que je dis que seuls les Congolais, seuls les Aïrois, du moins le Congolais RDC, eux-mêmes peuvent se débarrasser de leur dictature. Qu'ils ne pensent pas que si vous avez du soutien extérieur, c'est parce que vous-même vous avez commencé à combattre. C'est parce que vous-même vous avez commencé effectivement à dire non. Si vous pensez que c'est l'extérieur qui va venir vous sauver, eh bien c'est faux. Ils ne pourront jamais venir intervenir militairement, directement, pour vous aider. C'est maintenant, si vous vous levez pour dire non ensemble, pour accepter de mourir pour votre patrie, eh bien, vous aurez du soutien. Et ces soutiens ne seront que politiques. Ils ne sont jamais venus militairement intervenir. Voilà. Monsieur Sawadogo, on arrive à la fin. Alors, oui. Si vous aviez Thomas Sankara en face de vous, Thomas Sankara est un homme aussi que j'ai beaucoup apprécié. Hein. Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Je dirais tout simplement à Thomas Sankara, eh bien, camarade président, vous êtes mort, mais vous êtes parti laisser des milliers et des millions de Sankara, comme vous l'aviez prédit. Et c'est ce qui a sauvé le Burkina Faso. Donc, dormez en paix, parce que votre pays, votre jeunesse a compris votre message et a travaillé et travaille toujours à se libérer du joug des oppresseurs et de l'impérialisme néocolonialiste qui essaie donc de prendre en otage notre liberté et notre destin. C'est ce que je lui dirais. Donc, Monsieur Lassina Sawadogo, excusez-moi. En tout cas, merci d'avoir répondu donc à notre invitation sur Génération Afrique. Je vous en prie, madame. Vos paroles ont été, je pense, pour ceux qui l'entendent et ceux qui cherchent la liberté de chacun de leurs pays en Afrique, de belles paroles. Donc, c'était Génération Afrique pour l'Afrique qui se réveille. Merci. C'était Elia Gomez-Niali. Au revoir. Merci à vous, madame. Merci. Et bonne continuation.
La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où